souhaite la bienvenue au 7e controverse de Descartes. Et vous allez suivre tout l'après-midi des choses passionnantes. Nous allons commencer avec une petite introduction, un mot d'accueil, comme on dit, de Antoine Destray, qui est le directeur de l'Académie de Paris. Antoine, que je connais bien, dont j'apprécie beaucoup le travail. Et ensuite, nous engagerons directement les différentes interventions et les questions. Voilà, Antoine, nous t'écoutons. Merci, monsieur le professeur des universités, cher Alain Bentolila, mesdames, messieurs. Je dois tout d'abord excuser monsieur le recteur de Paris qui regrette de ne pas être des nôtres cet après-midi et qui m'a chargé d'ouvrir les controverses de Descartes. Les controverses de Descartes ont été créées par le professeur Alain Bentolila il y a déjà 7 ans, destinées à apporter aux enseignants et aux pédagogues des outils de réflexion et une compréhension approfondie des enjeux afin de renouveler les pratiques dans les classes. Ces controverses rencontrent un succès grandissant. Elles sont un rendez-vous apprécié qui favorise des échanges entre les chercheurs et les pédagogues. Donc un moment de partage, d'écoute, de discussion, d'interaction entre les disciplines, rendu possible par l'engagement du professeur Bentolila, qui a su fédérer des grands noms de la science et de la recherche, mais aussi des personnalités reconnues autour de thèmes au cœur de nos salles de classe, voire de la société. Donc, plus qu'une série de conférences, les controverses de Descartes sont venues ce rendez-vous, cet espace commun où se rencontrent, se retrouvent la recherche et les enseignants. Et nous nous réjouissons évidemment que ce rendez-vous puisse se tenir malgré le contexte difficile de l'épidémie de Covid-19. Donc, en raison des impératifs liés à la crise sanitaire, le public, loin d'être limité, est encore plus nombreux pour cette édition. Pour cette première visioconférence en 7 ans, ce sont plus de 1400 inscrits qui sont présents en ligne et qui ont en outre la possibilité de questionner les intervenants. Donc, je tenais à saluer cette prouesse technologique et à remercier la start-up qui relaie et diffuse cet événement. L'intérêt pour cet événement témoigne de sa nécessité et prouve qu'il est devenu un incontournable de la vie culturelle et professionnelle de notre académie. Donc, tout cela ne serait pas possible sans la mobilisation des partenaires réunis autour des controverses de Descartes, l'Académie de Paris, bien sûr, mais aussi le CIFODEM, Centre de recherche de l'Université de Paris, et bien évidemment les éditions Nathan. Donc, enfin, une pensée particulière pour le professeur Bentolila, donc fondateur de CIFODEM. Monsieur Alain Bentolila ne ménage pas ses efforts pour faire de chaque édition des controverses de Descartes un succès. Donc, grâce à son travail, des milliers d'élèves, de la maternelle au post-bac, bénéficient in fine de la richesse de la réflexion menée par l'intermédiaire de leurs enseignants venus partager les dernières avancées de la recherche, qu'il en soit chaleureusement, cher Alain, qu'il en soit chaleureusement remercié. Aujourd'hui, vous aurez le privilège d'entendre des chercheurs réputés dans leur domaine. Grégoire Bors, directeur du laboratoire Lapsidé, spécialiste du domaine des neurosciences, nous apportera son éclairage sur les bienfaits de la lecture et de l'écriture pour le cerveau. Je le salue, Grégoire, chaleureusement au passage. Charles Pépin, philosophe et romancier, abordera la lecture sous l'angle de la rencontre et des rencontres. Michel Desmurger, directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM, veillera à nous informer et à nous alerter sur le rôle qui peut être néfaste des écrans, véritable frein parfois à l'apprentissage de lecture et au développement du langage. Delphine Horviller, philosophe de renom, nous accompagnera dans notre réflexion sur la lecture. Donc, comme chaque édition, cette saison des controverses de Descartes s'annonce passionnante par la qualité de son programme, par la qualité de ses intervenances. Donc, un honneur, un grand plaisir pour le nouveau directeur de l'Académie de Paris que je suis, de vous inviter à suivre ces controverses. Je cède bien évidemment très vite la parole au professeur Bentolila. Bonne conférence à toutes et à tous. Bien, je reprends la parole d'abord pour remercier notre ami Antoine Destray, pour lui dire que malheureusement, notre collègue
Monsieur Desmurger ne sera pas là aujourd'hui. Ça a été pour lui un regret considérable de ne pas pouvoir participer à ces controverses, mais il a, j'allais dire, la meilleure excuse, ce qui n'est pas très charitable, mais il se trouve atteint par le virus et donc non seulement confiné, mais suffisamment touché pour ne pas pouvoir intervenir, y compris à distance. Et s'il est à l'écoute, je lui dis tout notre soutien et personnellement, je lui donne rendez-vous, bien sûr, aux controverses de l'année prochaine, parce que je me réjouissais de l'entendre aujourd'hui parmi nous. Je vais donc, non pas prendre la place de notre collègue Monsieur Desmurger, mais faire la première intervention de façon à ce que tout reste équilibré dans notre après-midi. L'intervention, la communication que je vous propose s'appelle « Apprendre à lire et à écrire pour résister ». Elle s'inscrit à la fois dans l'actualité, elle s'inscrit aussi dans une perspective de réflexion sur ce que c'est que la lecture et l'écriture aujourd'hui et pourquoi c'est tellement important. Depuis des dizaines d'années, ce qu'on pourrait appeler les meurtres sous influence s'enchaînent encore et encore, gagnant chaque fois en férocité au point de nous faire parfois douter des principes essentiels de notre humanité. Et espérant calmer notre exaspération aussi, on nous promet chaque fois bien pour nous protéger du terrorisme, pour déjouer le pouvoir de séduction du radicalisme. On nous promet l'augmentation des forces de police et de gendarmerie. On améliorera nos réseaux de renseignement. On traquera de façon plus efficace des recruteurs sur Internet. Enfin, on renforcera notre effort de guerre extérieure. Mais réfléchissons un peu. Peut-on raisonnablement penser que toutes ces mesures nécessaires, elles sont nécessaires, bien sûr, nul n'en doute, nous garantiront la victoire finale? À long terme, le risque, c'est que nos armées s'épuisent à devoir couvrir trop de fronts, que la traque policière se perde dans le dédale de soutien inavoué, et enfin que de médiocres actions de déradicalisation s'obstinent à confondre analyse et complaisance, explication et excuse. Inacceptable, inacceptable, continueront de répéter à chaque attentat dans une unanimité impuissante des responsables politiques. Pas comprendre que seule la résistance intellectuelle des jeunes Français, nourrie de culture et d'histoire, pourra faire barrage à la barbarie. Des responsables politiques qui, pour la plupart, sont aujourd'hui incapables de regarder plus loin que le bout de leur mandat. Si tant de jeunes tombent si facilement dans les pièges grossiers qui leur sont tendus, c'est parce qu'ils sont vulnérables et crédules. Et s'ils le sont, c'est tout simplement parce que l'école de la République, que l'on a tant négligée, et les familles que l'on a tant bousculées, ont oublié que leur mission conjointe était de faire des enfants de ce pays des résistants intellectuels. Des résistants intellectuels capables de questionner avec rigueur et fermeté tous les textes, qu'ils soient profanes ou bien sacrés. Ont été ainsi offerts en sacrifice sur l'autel perverti du web leurs espoirs d'élévation, les espoirs d'élévation d'une partie de notre jeunesse, qui se trouve souvent incapable de distinguer l'élévation spirituelle de l'enfermement sectaire. Et c'est ainsi
que des jeunes sans repères culturels ni historiques, privés de lecture critique, interdits d'écriture maîtrisée, ont vu s'imposer à leur intelligence molle la vision d'un monde définitivement clivé dans lequel les mots d'ordre sectaires disent ceux qui méritent de vivre et ceux qui doivent mourir. Si l'on veut renforcer la capacité de questionnement et d'argumentation de nos jeunes égarés, il nous faut inscrire le désir de comprendre et de se faire comprendre au cœur exact de l'apprentissage et de l'usage de l'écrit. Car ce n'est pas parce qu'on sait déchiffrer laborieusement un texte que pour autant on en dominera le sens. Ce n'est pas non plus parce qu'on est capable d'aligner sur un écran quelques bribes de mots maladroits que l'on pourra exprimer une pensée rigoureuse. Lire, c'est construire et défendre son propre sens à partir des mots d'un autre. Cela suppose que l'on ait appris tout au long de sa vie de lecteur à équilibrer l'exercice légitime de son droit d'interprétation, parce qu'il est légitime d'interpréter, avec le respect nécessaire que l'on doit porter au texte et à son auteur. Telles sont en effet les deux exigences d'une lecture de résistance citoyenne. Et j'insiste sur ces mots, une lecture de résistance citoyenne. Ces deux exigences sont les suivantes. Négocier un juste équilibre entre les ambitions singulières de notre imagination et le respect des conventions imposées par le texte. Tout déséquilibre risque de pervertir gravement l'acte de lire et de rendre le lecteur vulnérable à toutes les manipulations. Si le respect que l'on doit à un texte se change en servilité craintive, au point que l'on s'interdit toute forme d'interprétation, on renoncera alors à exercer son juste droit d'exégèse et de critique, et on se livrera pieds et poings liés à des intermédiaires peu scrupuleux. Mais à l'opposé, si l'on fait d'un texte un tremplin commode pour une imagination débridée, on négligera les directives de l'auteur et on rendra alors ce texte orphelin de son créateur. Une lecture de résistance, c'est donc celle où l'on exerce autant de droits que de devoirs. On ne la forgera pas uniquement en s'entraînant à automatiser les mécanismes graphophonologiques, même si ils font partie de l'apprentissage de la lecture. Mais penser que cela suffit à faire un lecteur responsable est une erreur manifeste. Apprendre à lire est donc autant affaire que de codage. C'est contenir l'ivresse d'une toute-puissance interprétative qui bafouerait le pacte de transmission. Et en même temps, c'est refuser la soumission qui ferait de toute volonté de compréhension un sacrilège. De ce point de vue, parce qu'elles sont liées dans une exigence éthique, la lecture et l'écriture sont absolument indissociables. Car, comme me le disait le regretté George Steiner dans une session des entretiens, il y a quelques années de cela, il me disait, tu sais, lire, c'est répondre fraternellement à l'appel désespéré de l'écriture. Je reprends cette citation parce qu'elle est magnifique. Il disait, lire, c'est répondre fraternellement
à l'appel désespéré de l'Écriture. En effet, ce qui nous distingue des grands singes bonobos, c'est notre conscience d'exister de façon singulière et aussi la conscience tout aussi précise qu'une dissolution définitive de cette singularité fragile et précieuse nous est promise. C'est cet écartèlement si douloureux qui est le propre de l'homme et qui l'a conduit il y a quelques milliers d'années, 3000, 3500 ans, à la construction de l'Écriture. En effet, si l'homme traça des signes sur des tablettes d'argile, ou des papyrus, ou du parchemin, ou du vélin, s'il parvint un jour à dématérialiser les signes pour mieux les matérialiser ailleurs, c'est parce que il avait décidé que sa pensée fut envoyée là où il n'était pas, pour qu'elle fût reçue alors même qu'il aurait lui-même quitté ce monde. L'homme, par le génie de l'Écriture, confie à un autre qui est loin de lui, loin dans l'espace, encore plus loin dans le temps, une trace de sa propre intelligence. Il la confie, cette trace, à quelqu'un dont il ignore tout, sauf qu'il est celui à qui il adresse cet espoir, pour reprendre le mot de Steiner, désespéré, que cette trace sera reçue quand lui-même ne sera plus. Tel est le défi de la lecture et de l'écriture. Tel est le sens que nous devons absolument transmettre à nos enfants. Pour tout vous dire, j'avoue ne pas être vraiment ébloui, et je m'en excuse auprès de Grégoire Borst. Je ne suis pas vraiment ébloui par les images qui, via l'IRM, nous donnent à voir un cerveau en action. Je dois dire que ce que j'appelle un peu cruellement ce voyeurisme technologique m'indispose. J'ai l'impression douloureuse de voir réduite à une trivialité iconique, certes joliment colorée, l'infinie variété des émotions singulières produites par le génie d'un écrivain. Je me refuse donc à réduire les bienfaits de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au recyclage de quelques chaînes neuronales ou à l'extension d'une zone cérébrale. Je pense que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est que la lecture et l'écriture ont fait de l'homme ce qu'il est. Elles le définissent et elles le distinguent. Et la seule réponse à la question posée aujourd'hui, pourquoi les enfants doivent-ils s'emparer de ce magnifique instrument ? La seule réponse, c'est parce qu'ils sont des petits d'hommes. Et pas simplement parce qu'ils doivent développer leur capacité cérébrale. Les transformations neurologiques ne sont qu'une réponse à une urgence existentielle. C'est à cette urgence que nous répondons contre la tentation de l'image omniprésente en leur offrant une lecture précise et audacieuse des textes les plus beaux et les plus justes, en les invitant à mettre en mots leurs pensées au plus juste aussi de leurs intentions. Ils sauront ainsi qu'ils sont une pensée en marche, nourrie par tout ce qu'ils auront lu d'un autre et écrit eux-mêmes. C'est parce qu'ils seront, par la grâce de l'écrit, à la fois traceurs et tracés, et accent aigu, qu'ils pourront forger l'espoir de laisser par la lecture et par l'écriture quelque chose d'eux-mêmes qui leur survivra. À la question si essentielle, qui suis-je ? Ils ne répondront pas, du moins je l'espère, je suis celui qui tue. Parce que la lecture et l'écriture, apprises avec soin, reçues avec émerveillement et pratiquées avec bonheur, leur auront offert une toute autre réponse,
sans cesse renouvelée, sans cesse réaffirmée. Je suis pour l'autre, je suis par l'autre. Merci. Voilà, donc je clôt mon intervention et nous allons faire remonter quelques questions qui vont être posées. On fera de même avec chaque intervenant. Chaque fois qu'il terminera son intervention, on fera remonter certaines questions de façon à ce que nos auditeurs soient en contact aussi bien que possible avec nous. Voilà, donc Pascal, merci de nous rapporter ces questions que tu as récoltées depuis quelques semaines maintenant, je crois, d'ailleurs. Alors, il n'est pas possible de les afficher à l'écran, mais il y a une première question qui va dans le sens de l'écriture, qui est: comment faire de l'écriture un outil de résistance dans un espace informationnel qui place au même niveau faits scientifiquement établis et assertions invérifiables? Donc, comment faire de l'écriture cet outil de résistance dans ce nouvel espace informationnel? Je crois y avoir un peu répondu dans cette intervention. Ce que j'ai voulu dire de façon très précise, et ce qui m'importe vraiment, c'est que lecture et écriture sont indissociables. On n'apprend pas à lire puis à écrire. On n'apprend pas d'une part à lire et d'autre part à écrire. La lecture et l'écriture, c'est la même chose, parce que si on comprend que lire, c'est établir un équilibre entre le droit d'interpréter et le respect qu'on a pour l'auteur, évidemment, la question de l'écriture de l'auteur, pourquoi écrit-il ? Il écrit parce que, justement, il a l'espoir que son esprit survivra à sa disparition. Et c'est cet espoir que nous recueillons, comme le dit Georges Steiner, c'est cet espoir que nous recueillons, et c'est cet espoir qui fait justement le respect que nous devons au texte et à l'auteur. Ne pas trahir, ni en laissant son imagination déborder et négliger complètement ce que dit l'auteur, ni non plus par une soumission trop forte qui fait que finalement nous ne donnerons pas à l'auteur ce qu'il attend, c'est-à-dire de faire du sens avec ses mots à lui. Et donc, ce sont ces questions-là qui sont à l'œuvre et qui montrent à quel point lecture et écriture sont ensemble et que la pédagogie de la lecture et de l'écriture ne doivent jamais être distinguées. On lit ce que d'autres ont écrit, on écrit pour que quelqu'un nous lise. On n'écrit pas comme ça, ou parce que le maître a dit qu'il fallait écrire. Alors, il y a justement une autre question qui va dans ce sens, qui est comment faire progresser le jeune scripteur, donc le jeune enfant qui apprend à écrire et à affûter son écriture pour qu'elle transmette précisément ce qu'il souhaite exprimer. Donc, comment on accompagne avec bienveillance ces enfants qui font souvent des petits mots, des choses comme ça? Alors, d'abord, je ne sais pas ce que sont des petits, ce que sont des petits mots. Hein. Ça peut être court, ça peut être long. La vraie question, c'est la volonté d'être compris. Et le fin mot de l'histoire de la pédagogie de l'écriture, c'est faire comprendre à des élèves qu'ils écrivent pour quelqu'un. Et qu'à ce quelqu'un, ils doivent une volonté ferme d'être compris au plus juste de ses intentions. Donc, ils doivent lui donner quelque chose qui... Je pense à une anecdote qui m'est arrivée dans une classe. La maîtresse avait dit raconter une petite histoire. C'était en CE1, je crois, en fin de CE1. Et une élève écrit alors... ils l'ont vu, donc elle a écrit ça, et la maîtresse dit ça à ses élèves, ils l'ont vu, et puis ils l'ont suivi, et puis ils l'ont attrapé, et alors ils l'ont enfermé là-bas dedans, mais heureusement les autres ils l'ont su,
ils sont venus la délivrer et il l'a épousée. Telle est l'écriture le texte que proposait cet enfant. Est-ce qu'il faut dire à cet enfant, c'est formidable, merci beaucoup? Ou est-ce qu'il faut lui dire, tu sais, ce que tu as écrit là, ni moi, ni tes camarades ne sont capables de le comprendre. On ne peut pas te comprendre, mais ce n'est pas parce que tu es un imbécile, ça n'est pas parce que tu nous as joué un tour, c'est tout simplement parce que, effectivement, tu n'as pas pris soin de nous expliquer en te rendant compte que tu ne peux pas, que nous ne savons pas ce que tu vas nous dire. La clé de l'écriture, c'est de comprendre que celui à qui on adresse une ligne, un paragraphe ou un texte ne sait pas à l'avance ce qu'il y a dedans et que donc il est de notre devoir de lui apporter les choses. Quand on écrit des livres, on écrit tous ici des livres. Nous avons, enfin moi en tout cas, j'ai l'obsession de mon lecteur. Moi j'ai l'obsession de mon lecteur. Il est là tout le temps. Et je corrige, et je recorrige, et je change, et je me bagarre. Mais pour qui je me bagarre? Pour lui. Je me bats pour lui. Et ben je veux que les élèves se battent pour l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Vraiment, du point de vue pédagogique, pour le coup, il faut monter des ateliers d'écriture, mais pas des ateliers d'écriture voués à la simple expression. Des ateliers d'écriture où l'on va prendre en compte les besoins d'un autre, vérifier que ce qu'on a envoyé a été compris, ou au contraire qu'il y a des insuffisances, corriger en fonction de cela, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger l'élégance et la beauté. Ça veut dire simplement que l'élégance et la beauté ne peut pas être le seul but de l'écriture. Le but de l'écriture, c'est d'envoyer une pensée vers quelqu'un qui ne l'a pas encore. Oui. Oui. Il y a une autre question ? Je cherche dans les questions parce qu'effectivement, comme Michel Desmurger, malheureusement, n'a pas pu être parmi nous. Mais je veux bien répondre sur la... S'il y a une question sur les écrans, je veux bien. Alors, il y a des questions sur les écrans. Remarquez, il y a une question qui est intéressante ici. D'après vous, quelles sont les pratiques enseignantes qui permettent le mieux de compenser les retards de développement du langage chez les enfants de 3 ans et plus ? Puisque le langage est aussi une façon de s'exprimer et de s'exprimer justement. C'est pas une question pour Michel Desmurger, mais vraiment pour moi, parce que cette question de la maîtrise du langage avant d'entrer dans l'écrit est une question essentielle. Il est clair qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui que l'école maternelle, par exemple, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, que l'école maternelle soit une antichambre, que ce soit un lieu de simple anticipation, que ce soit un lieu où on va s'entraîner frénétiquement à faire correspondre des graphèmes et des phonèmes pour qu'ensuite, arrivé au cours préparatoire, il soit quasiment aux portes de la lecture. Non. L'école maternelle, ça n'est pas ça. Ça n'est pas la propédeutique du cours préparatoire. L'école maternelle, c'est là où on va apprendre à maîtriser le langage oral. Parce que on sait aujourd'hui que plus la maîtrise du langage oral sera importante et satisfaisante, mieux un enfant rentrera dans la lecture et dans l'écriture. Et donc, il y a là quelque chose d'extrêmement important. Cette prise de conscience, c'est-à-dire comment marche le langage. Comment marche le langage et à quoi il sert. Il faut qu'en maternelle, et notamment en grande section d'école maternelle, on ait le souci de faire manipuler le langage par des enfants, faire découvrir, évidemment, les syllabes, etc., mais les mots,
faire découvrir les mots, parce que l'enfant n'a pas conscience des mots avant d'entrer dans l'écrit. Il n'a pas conscience des mots, et donc il va avoir à découvrir que les mots segmentent le langage. Il va découvrir qu'ils s'assemblent au sein de phrases dans lesquelles ils s'organisent, et que cette organisation permet de rendre compte d'expériences différentes. Quand le monde change, la phrase change. Quand la phrase change, le monde change. Et par conséquent, c'est ça qu'il faut mettre en place en grande section d'école maternelle. Et enfin, l'entraîner à comprendre les textes. Alors vous me direz, mais il ne sait pas lire. Mais bien sûr qu'il ne sait pas lire. Mais on va lui lire des textes. On va lui lire un texte et questionner ce texte avec lui. On va recueillir les interprétations de chacun. L'un aura imaginé quelque chose, l'autre autre chose. Et une fois tout cela rassemblé, on se posera la question de savoir si toutes ces interprétations-là respectent bien le texte. Et on fera le tri entre ce qui est juste interprétation, imagination acceptable, et puis, d'autre part, trahison du texte, c'est-à-dire où j'ai compris autre chose que ce que l'auteur voulait. Donc, l'école maternelle, il faut vraiment la concevoir, et je pense qu'on va vers cela à l'heure actuelle, comme étant une école où on va travailler de façon très explicite sur le langage oral, de façon à ce que quand on va rentrer dans l'écrit et que l'écrit va nous faire apparaître justement ces différentes structures, alors on sera beaucoup plus à l'aise. Je n'ai pas mentionné la question du vocabulaire, mais la question du vocabulaire est fondamentale. Si la grande section d'école maternelle n'est pas capable aujourd'hui d'enrichir le vocabulaire de certains élèves, alors ces élèves, quelle que soit la méthode de lecture, fût-elle syllabique, apprendront très mal à lire et à écrire. La richesse et la précision du vocabulaire est un élément clé de l'apprentissage de la lecture. Il ne faut pas accepter que certains enfants arrivent au cours préparatoire avec un vocabulaire tellement faible, tellement exsangue, qu'ils ne pourront pas comprendre les mots qu'ils déchiffrent. Voilà. Alors, il y a une question qui va faire le lien sans doute avec l'intervention de Grégoire Borst ensuite. C'est une question de Nicole, enseignante. Le passage du langage oral à la lecture et à l'écriture fait-il appel aux mêmes compétences et induit-il la même façon de penser, de se comprendre et réfléchir, quelle que soit la langue parlée ? Je vais vous répéter la question. Le passage du langage oral à la lecture et à l'écriture fait-il appel aux mêmes compétences et induit-il la même façon de penser, de se comprendre et de réfléchir, quelle que soit la langue parlée ? Alors, cette enseignante pose une question fondamentale. Je vous rappelle qu'il y a quelques dizaines d'années, Jean Foucambert, qui n'a pas dit que des bêtises, loin de là, avait dit par contre quelque chose avec lequel le linguiste ne peut pas être d'accord, c'est que la langue orale et la langue écrite, c'était deux langues étrangères. Non, la langue orale et la langue écrite ne sont pas deux langues étrangères. Mais la réalité de la différence entre la langue orale et la langue écrite dépend énormément de ce que certains enfants auront eu la chance d'apprendre en dehors de l'école. Et aussi bien au niveau du vocabulaire qu'au niveau de la syntaxe qu'ils vont retrouver sous la forme écrite n'a que très peu de choses à voir pour certains élèves avec la syntaxe qu'ils utilisent dans la langue orale. Souvent, ils utilisent une organisation parataxée, c'est-à-dire des mots qui se suivent les uns des autres, du type « mon père, le vélo, le voisin y a volé ». Et ce qu'il trouvera dans son livre de lecture, « le voisin a volé le vélo de mon père », est quasiment, alors pour le coup, une langue étrangère du point de vue syntaxique. Et par conséquent, il faut bien comprendre
Et c'est pour ça qu'il faut que, en grande section d'école maternelle, on se batte pour avoir une langue aussi proche que possible de celle qu'ils vont rencontrer à l'écrit. Ça ne sera jamais la même, évidemment. Et les conditions d'utilisation ne sont pas les mêmes. Verba volant, scripta manent. Quand c'est écrit, on a le temps, on revient. Les paroles. Donc ce qu'on va essayer de faire passer au niveau de l'oral, on le fera passer différemment au niveau de l'écrit. L'oral sera toujours plus, contrairement à ce qu'on peut penser, l'oral doit toujours être plus étayé que l'écrit, qui permet une relecture assez facile. Donc, de ce point de vue-là, différence, oui, mais du point de vue de structure, il est clair que la langue écrite est la fille préférée de la langue orale, du langage oral, bien entendu. Bien entendu. Une dernière question de Nicole, qui est enseignante également. Savoir lire et écrire permet de mieux réfléchir et structurer et formuler ses pensées, ses émotions et ses idées, et donc d'arriver à une forme de liberté. Est-ce que vous êtes en phase avec cette proposition? Bien sûr, bien sûr. Liberté de penser. Liberté de penser, ça veut dire ne pas se soumettre. Ça veut dire être capable de dire non quand il faut dire non. Et non seulement de dire non, mais de dire pourquoi on dit non. Et donc, si je parle juste, que je lis juste et que j'écris juste, alors je serai beaucoup plus difficile à piéger et à manipuler. Et donc, quand on se bat pour la lecture et l'écriture, on se bat pour une pensée libre, affirmée et qui refuse toute soumission, qu'elle soit politique ou confessionnelle. Et donc, il faut bien se mettre dans la tête que cette question du langage, c'est avant tout la question de la vigilance, c'est la question de pouvoir comprendre l'autre avec beaucoup de tolérance et d'ouverture, mais aussi avec beaucoup de vigilance. On ne me dira pas, on ne me fera pas croire n'importe quoi. Quand on voit aujourd'hui à quel point nos enfants sont soumis à des tentations complotistes, à des tentations perverties du point de vue spirituel, on se rend compte à quel point on a intérêt à leur donner une lecture solide et une écriture forte. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Grégoire Borst. Grégoire, tu vas nous parler de lecture, littératie et cerveau. Grégoire Borst est un de nos plus éminents neuroscientifiques. On dit ça comme ça, c'est possible ça? Oui. Et il est directeur du laboratoire de psychologie du développement à l'Université de Paris. Nous faisons partie tous les deux de la même université. Grégoire, c'est avec un grand plaisir que je te cède la place. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. Merci à Nathan, merci à Alain, que je salue moi aussi. On se connaît bien parce que effectivement la particularité d'une partie de ce qu'on fait au laboratoire, c'est effectivement d'essayer de mener de la recherche fondamentale sur le cerveau qui apprend, mais aussi d'imaginer des interfaces avec le monde de l'éducation et le monde enseignant, et en ayant chacun notre expertise, c'est-à-dire un laboratoire comme le mien, une expertise sur les mécanismes de l'apprentissage dans le cerveau humain, et évidemment les enseignants une expertise en pédagogie. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui n'a rien d'injonctif sur vos pédagogies. Je préfère toujours commencer par là.
Donc je vais reprendre un certain nombre de choses et on va se répondre avec Alain. Alors, tu as été critique d'un certain nombre de choses et parfois je partage en fait une partie des choses que tu as dit. Je vais essayer de mettre un petit minuteur parce que j'ai un léger problème, c'est que j'ai tendance à trop parler, donc il faudra m'arrêter évidemment. Voilà, je vais lancer ça comme ça, j'aurai une espèce de retour métacognitif sur ce que je suis en train de dire. Donc je voulais vous parler un peu de lecture, de littératie et de cerveau, vous dire d'une part que la lecture, c'est évidemment une entrée dans toutes les littératies, et j'essaierai de vous le montrer. Finalement, on parlera un peu de cerveau, mais pas que de cela. Mais surtout, le point que j'essaierai de faire aujourd'hui dans ma conférence, l'idée, c'est finalement que pourquoi apprendre à lire et à écrire au XXIe siècle? Parce que finalement, apprendre à lire, c'est une façon d'apprendre à acquérir des outils culturels. Et je pense que c'est une autre façon de regarder la lecture. Je ne la regarderai pas forcément dans sa dimension apprentissage graphophonémique. Vous verrez que j'en parlerai un peu, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est tous les mécanismes transversaux qui sont impliqués dans l'apprentissage de la lecture, dont on aura besoin pour tous les autres apprentissages culturels. Et puis, ça m'amènera à parler de littératie, et on se rejoindra sur une notion fondamentale, cette nécessité d'apprendre à résister, à penser contre soi-même, qui est finalement peut-être cette valeur cardinale qu'on doit réussir à renforcer aujourd'hui à l'école pour justement avoir une école qui répond réellement aux défis du XXIe siècle. Et tu en as très bien parlé, donc je ne reprendrai pas tout ça. Juste pour commencer, vous dire quand même qu'apprendre à lire, apprendre le langage, c'est acquérir un système de combinatoire. Et ça, c'est aussi fondamental. C'est-à-dire qu'on peut s'extraire de la problématique pure du langage et simplement dire que c'est un exercice intellectuel extrêmement difficile, mais en même temps extrêmement challengeant, qui est finalement de comprendre la combinatoire du langage. Parce que le langage, finalement, c'est 20 à 50 phonèmes qui constituent les sons de la langue, qu'on peut combiner ces phonèmes pour produire tous les mots du langage, 60 à 100 000 mots, et que c'est ça aussi, apprendre à lire. C'est finalement comprendre cette combinatoire, qu'à partir d'un certain nombre de phonèmes finis, on peut créer quasiment une infinité de mots. Un nombre limité de symboles visuels, 20 à 40 lettres, peuvent être ensuite combinés pour produire tous les graphèmes correspondant à tous les phonèmes. Donc au-delà de la problématique, je dirais, de l'association graphophonémique, et je ne parlerai pas de méthode de lecture ici parce que ce n'est pas mon propos, et c'est d'ailleurs pas du tout un sujet d'étude de laboratoire, tout l'enjeu c'est quand même de comprendre cette combinatoire-là qui est peut-être un peu fondamentale, et peut-être que c'est là aussi qu'il faut réussir à attirer l'attention des élèves. Et puis, apprendre à lire, ça nécessite d'apprendre donc à un moment, en tout cas de l'apprentissage, explicitement, en un premier temps, et tu l'as très bien dit, ça n'est pas que ça, des correspondances entre des graphèmes et des phonèmes. Ça n'est pas que ça. Évidemment, la lecture, c'est ensuite pour accéder au sens. Ça n'aurait pas de sens d'apprendre à lire pour apprendre à faire des correspondances graphophonémiques. Donc tout l'enjeu finalement de la lecture, et c'est un modèle qui est proposé par notamment Johannes Ziegler, qui est intéressant pas finalement sur ces premières cases, qui m'intéressent un peu moins parce que ce n'est pas mon domaine, c'est-à-dire cette idée que finalement pour apprendre, il faut apprendre d'abord explicitement les relations entre les lettres et les sons. C'est un premier aspect de l'apprentissage de ces correspondances graphophonémiques et l'apprentissage de la lecture. Puis il y a un deuxième aspect qui est le décodage, un ensemble de lettres qui m'amène finalement à décoder des phonèmes, et ces phonèmes m'amènent à accéder à un lexique phonémique. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la dernière étape de l'apprentissage de la lecture. Cette idée que quand on apprend à lire, à un moment, on s'autonomise. C'est-à-dire que on est dans une étape d'auto-apprentissage. La lecture par elle-même me permet d'apprendre et de progressivement renforcer ma connaissance des phonèmes et des graphèmes. Donc c'est cette étape-là qui m'intéresse plus. Finalement, apprendre à lire, c'est apprendre à s'autonomiser et à autonomiser ses apprentissages par ce système récursif d'apprentissage. Plus j'apprends de mots, plus j'apprends finalement ces associations graphophonémiques et plus j'autonomise cette lecture-là. Et on voit que c'est fondamental parce que si vous prenez un livre comme Harry Potter, on peut penser ce qu'on veut du point de vue littéraire, mais toujours est-il que c'est une situation d'auto-apprentissage extrêmement important. C'est 70 000 mots, donc 70 000 instances où le cerveau de l'enfant auto-apprend la lecture. Et ça, c'est fondamental. C'est ça, finalement, l'enjeu aussi de la lecture. C'est cette capacité que va avoir l'enfant
d'auto-apprentissage dans le domaine du langage écrit et du langage oral, comme tu l'as si bien dit. D'une certaine manière, développer son langage écrit, c'est aussi une possibilité de développer son langage oral. Les deux sont interconnectés. Et puis, cette dernière idée, c'est qu'effectivement, peut-être, et en partie d'ailleurs, on sait qu'une difficulté des dyslexiques, c'est que finalement, les enfants dyslexiques, je vais y arriver, moi aussi je suis un peu dyslexique, en 1 an, vont lire en 1 an ce que les enfants non dyslexiques lisent en 2 jours. Donc on voit bien que cette idée d'auto-apprentissage, elle est fondamentale pour l'apprentissage de la lecture. Et donc c'est plutôt par là que je la regarde, par cette dimension d'auto-apprentissage que permet d'accéder au langage écrit. Alors, on avait une question tout à l'heure sur les différentes langues, les différents systèmes d'écriture. Est-ce que finalement, ça engage les mêmes mécanismes d'apprentissage ? Alors, c'est là où parfois ces jolies activations dans le cerveau représentées par ces taches de couleur que tu aimes particulièrement, Alain, nous permettent de répondre en partie à ce type de questions-là. Et effectivement, l'intérêt ici, c'est de voir qu'indépendamment du système d'écriture, on a effectivement, en tout cas, des mécanismes qui semblent être communs au langage oral, au langage écrit, et indépendamment de l'alphabet et des différentes langues. Donc ça, c'est quand même important. Ça veut donc dire qu'il y a des mécanismes communs. Ils ne sont pas tous communs. Ça ne veut pas dire que tous les enfants apprennent de la même manière. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes d'apprentissage qui peuvent être communs à l'apprentissage du langage oral et du langage écrit. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ces deux, ce langage oral et ce langage écrit, finalement, ils se nourrissent mutuellement. Dernière chose à avoir en tête quand on parle de cerveau, c'est que l'acquisition de cet outil culturel, il se fait par un tissu biologique qui est lui-même en développement, ce qui pose d'autres problématiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on a souvent cette idée un peu fausse que tout se jouerait entre 0 et 3 ans. Vous savez qu'on a eu une grande commission sur les 1000 premiers jours qui mettait une espèce d'emphase très forte sur les 1000 premiers jours de l'enfant, comme s'il n'y avait pas de neuroplasticité passé ces 1000 premiers jours. Bien entendu, de la neuroplasticité des apprentissages peuvent avoir lieu à n'importe quel moment. Cette espèce de mythe de l'enfant sauvage où il ne pourrait plus y avoir d'apprentissage avant un certain âge, c'est un mythe qu'on peut casser, notamment parce qu'on peut connaître du cerveau en développement. Je voulais juste faire une petite emphase là-dessus. Sachez que ce cerveau en développement, il continue à se développer ex utero, en dehors du ventre de la mère, pendant plus de 22 ans, et qu'on est effectivement l'espèce du règne animal dans lequel cette maturation est la plus longue, la plus prolongée, et donc la plus sensible à l'environnement. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'opposition absolue entre s'intéresser à l'environnement et s'intéresser au cerveau. Les deux se nourrissent aussi. On se développe évidemment dans un environnement, et on sait par exemple que les enfants qui... je vais peut-être pouvoir enlever ça, parce qu'en fait je vais m'étouffer sinon, et comme je ne suis plus dans une situation où j'ai besoin de le porter, je vais le retirer. Les enfants qui naissent dans un milieu défavorisé, dès 4 mois, leur courbe de maturation cérébrale va diverger par rapport aux enfants qui naissent dans un milieu favorisé. Donc évidemment, il y a un enjeu là, pas simplement pour dire qu'il y a une incidence biologique du milieu socio-économique dans lequel on est, mais c'est aussi de dire que par ces mécanismes de neuroplasticité, il y a peut-être un enjeu à trouver les bonnes réponses pédagogiques pour ces enfants qui sont nés dans des milieux défavorisés. Puis la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la partie droite de cette diapositive qui est finalement ce mécanisme au niveau fonctionnel de ségrégation et d'intégration des différents réseaux dans le cerveau humain. Et je pense que ça, c'est assez fondamental parce qu'on a beaucoup parlé, et je vais beaucoup insister aujourd'hui sur la lecture, mais la lecture et l'écriture, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est ça. C'est précisément la ségrégation et l'intégration des réseaux qui sont impliqués dans la lecture et dans l'écriture. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'écriture nourrit la lecture nourrit l'écriture. Quand on apprend à faire la graphie des lettres, on améliore la détection visuelle et la reconnaissance visuelle des lettres, et inversement. Et donc c'est pour ça que c'est aussi pour ça que c'est important d'apprendre à lire et à écrire en même temps, parce que l'un et l'autre, finalement, engagent des réseaux qui sont intégrés les uns aux autres, pour autant ségrégés, et qui se ségrèguent au cours du temps. Lire, ça implique 2 voies, 2 grandes voies dans le cerveau. On insiste beaucoup sur la voie graphophonémique, on va dire, sur finalement cette voie du langage, mais sachez aussi que l'expertise en lecture, elle vient de précisément l'automatisation de la reconnaissance des lettres et des mots écrits, qui nous permet d'accéder directement au sens. Donc il ne faut pas oublier qu'apprendre à lire, c'est finalement renforcer ces 2 voies dans le cerveau. C'est renforcer cette voie de l'association graphophonémique qui nous permet de s'autonomiser.
L'autonomie, c'est je rencontre un mot nouveau, parce que j'ai appris à faire des associations graphophoniques, je suis capable de décoder ce mot. Mais néanmoins, dans la plupart des cas, dans la plupart des contextes, je passe par la voix en vers, qui est la voix qu'on appelle ventrale et qui me permet d'accéder directement au sens des mots. Mais pour apprendre à lire, et c'est ça la différence avec le langage, il faut que je fasse autre chose. Il faut que j'apprenne finalement à mon cerveau à se spécialiser et à reconnaître spécifiquement les lettres et les mots écrits. Alors, ce n'est pas finalement un recyclage, on peut parler de coopter, mais en tout cas, c'est un mécanisme de neuroplasticité extrêmement important dans le cerveau humain qui va permettre pour chacun des outils culturels, progressivement, de se recycler certaines zones qui, à l'origine, étaient spécialisées dans une fonction et qui, par l'acquisition de ces nouveaux outils culturels, vont se spécialiser pour une nouvelle fonction. Et ça, c'est fondamental pour la lecture, mais c'est vrai pour tous les objets culturels, tous nos outils culturels, parce qu'ils sont relativement récents à l'échelle de la phylogénie. Phylogénie, c'est-à-dire l'histoire des espèces, implique que notre cerveau se reconfigure quand on acquiert ces outils culturels. C'est pour ça que c'est difficile d'apprendre à lire. C'est pour ça que c'est difficile d'apprendre les mathématiques. C'est pour ça que c'est difficile d'acquérir les outils culturels. Parce que notre cerveau, quand on n'est pas fait pour être un cerveau lecteur. Il le devient par l'apprentissage et par ses interactions de tutelle. Et cette étude est intéressante parce que c'est une des seules études longitudinales qu'on a justement sur cette cooptation progressive des réseaux qui sont impliqués dans la lecture et notamment dans la spécialisation de la reconnaissance visuelle des lettres et des mots. Donc il y a une petite région qui est située dans l'hémisphère gauche essentiellement parce que les aires du langage sont plutôt à gauche. Je dirais que d'une certaine manière c'est bien fait. On va plutôt coopter des zones qui sont dans l'hémisphère gauche. Et cette zone, elle est impliquée dans notre système visuel. Donc elle est dans la zone occipito-temporale latérale, donc elle est à peu près ici. Et c'est une zone qui va progressivement, c'est ce qu'on voit tout au bout de ma diapositive à droite, indiqué par cette petite flèche en vert, c'est des élèves qu'on suit toute leur première année de CP, et on voit que progressivement, cette zone va répondre plus spécifiquement pour la présentation des lettres et des mots écrits. Au début, elle répond de façon peu spécifique à la présentation des lettres et des mots écrits. Et avec l'expertise progressive en lecture, on a une réponse qui devient de plus en plus spécifique dans cette zone-là. Mais l'enjeu, c'est que cette zone, à l'origine, elle n'est pas faite pour reconnaître des lettres et des mots écrits. Elle est faite pour reconnaître des objets. Et donc, elle a une propriété fondamentale, cette zone, c'est qu'elle généralise en miroir. Et effectivement, c'est extrêmement avantageux pour reconnaître un objet. C'est-à-dire que c'est très avantageux que votre cerveau réponde de la même manière quand je vous présente la bouteille comme ça et quand je vous la présente comme ça. Donc on voit bien que pour la reconnaissance des objets, c'est avantageux. Néanmoins, si vous réutilisez cette zone pour reconnaître des lettres et des mots écrits, ça devient extrêmement désavantageux, et notamment pour reconnaître des lettres dont l'image en miroir constitue une autre lettre. Et ce qu'on a montré au laboratoire, c'est que finalement, bien sûr que c'est important d'apprendre l'association graphophonémique, mais sachez que pour reconnaître une lettre et l'image en miroir d'une autre lettre, pour ne simplement comprendre que le B est différent du D, ce qu'il faut que votre cerveau apprenne, c'est à résister à l'automatisme de la généralisation en miroir. Donc il doit apprendre à connecter son cortex préfrontal, siège de nos fonctions de haut niveau, siège du langage, de l'abstraction, de la planification, de notre résistance cognitive, et il doit envoyer des ordres de résistance justement au cortex visuel pour lui dire attention, tu as envie de dire que B et D sont identiques, mais ça ne fonctionne pas, et c'est vrai, quelle que soit votre expertise en lecture. Quand vous êtes un lecteur expert, vous continuez à avoir besoin, au cas par cas, d'inhiber, de résister à la généralisation en miroir pour pouvoir dire que B est différent de D. Et donc c'est tout l'enjeu, si on s'intéresse à la lecture, c'est de dire que la lecture, elle n'implique pas que des processus domaines spécifiques à la lecture. Elle implique un grand nombre de processus transversaux à tous les apprentissages. Donc apprendre à lire, c'est aussi mobiliser des processus transversaux qui vont être impliqués dans tous les apprentissages, dans toute la scolarité, et notamment les fonctions qu'on appelle les fonctions exécutives, les fonctions de résistance cognitive, d'inhibition, de mémoire de travail, d'attention visuo-spatiale. On a besoin de tous ces processus, finalement, pour reconnaître des lettres, pour reconnaître des graphèmes, pour reconnaître des phonèmes, pour opérer ce décodage graphophonémique et pour accéder à la lecture et au sens de ce qu'on lit. Comment on peut mettre ça en place? Et tout ça, ça ouvre finalement à d'autres systèmes de remédiation. Si on s'intéresse par exemple à la dyslexie, on sait que la prévalence de la dyslexie, c'est essentiellement des dyslexies qui sont phonologiques. Et jusqu'à maintenant, les remédiations, elles ont plutôt porté sur des remédiations phonologiques, sur le langage. Mais il y a tout un nouveau champ de recherche qui s'ouvre en prenant conscience que finalement la lecture
se repose sur des mécanismes très transversaux à tous les apprentissages. Peut-être qu'on peut imaginer de ce fait-là des interventions cette fois-ci numériques, par exemple par le jeu vidéo, dans lequel on va renforcer par exemple les processus attentionnels dans le cerveau des dyslexiques, et que ça pourrait donc avoir des effets positifs sur l'apprentissage de la lecture, et notamment sur le décodage graphophonique. Et c'est exactement ce qu'a montré cette étude. C'est une étude qui est sortie en 2017, alors sur des enfants italiens, donc il faut évidemment prendre toutes les mesures d'usage. On sait que l'italien, c'est une langue qui est beaucoup plus transparente que le français, donc dans lequel l'association, la régularité des associations graphophoniques est beaucoup plus importante qu'en français, donc on ne sait pas encore si ça fonctionne dans le français, mais sachez en tout cas que demander à des enfants dyslexiques de jouer un petit jeu vidéo d'action pendant 12 heures a des effets positifs sur leur capacité attentionnelle, ça je dirais que c'était attendu, mais ça se transfère sur la lecture. Ça améliore aussi leurs compétences de lecture. Donc on voit comment on peut utiliser intelligemment le numérique, non pas sur les apprentissages scolaires fondamentaux, mais sur l'ensemble des processus transversaux à ces apprentissages. On peut les renforcer de façon ludique via des jeux, et ça peut avoir, dans certains cas en tout cas, ça peut se transférer sur des apprentissages scolaires fondamentaux. Alors, deuxième étude que je voulais vous présenter, c'est une étude qui est menée par Irène Alterelli, qui est maître de conférence dans le laboratoire que j'ai la chance de diriger, et qui a mis en place un autre type de jeu, qui est un jeu qui a pour vocation à permettre de, finalement, construire des interventions personnalisées pour améliorer les capacités de lecture chez les mauvais lecteurs. Et vous savez que c'est un enjeu, puisque dans les milieux défavorisés, vous avez 7 fois plus de mauvais lecteurs que dans les milieux favorisés. Et tout l'enjeu de ce petit jeu vidéo qui s'appelle Sky of Monahawk, c'est de pouvoir faire un profil, d'une certaine manière, des forces et des faiblesses des mauvais lecteurs, et en fonction de leur profil personnalisé, de leur proposer une remédiation par un jeu vidéo qui permettrait, par exemple, pour ceux qui auraient des difficultés plus spécifiquement dans l'attention focalisée, de leur donner un peu plus de jeux qui portent sur l'attention focalisée. Pour ceux qui auraient un peu plus de problématiques liées justement à l'inhibition de la généralisation en miroir, un peu plus de jeux sur l'inhibition. Et comme ça, progressivement, d'aller finalement personnaliser totalement ce type de remédiation, ce type d'intervention pédagogique pour permettre aux enfants qui ont des difficultés en lecture, non pas en jouant sur les capacités langagières, mais en jouant sur ces processus transversaux, de les amener à mieux lire. Et donc, on utilise, alors on en a beaucoup entendu parler, un essai contrôlé aléatoire qui permet effectivement, de façon un peu plus systématique, de déterminer finalement l'effet d'un jeu vidéo par rapport à un autre jeu vidéo. Donc ici, on prend 151 enfants qui sont aléatoirement répartis en 2 groupes, l'un qui va jouer au jeu qu'on a créé, puis un autre groupe qui joue à un autre type de jeu, qui est un jeu qui permet d'apprendre à coder, qui s'appelle Scratch, qui a été développé par le MIT. Il joue 12 heures pendant 6 semaines. Alors je vous rassure, ce n'est pas 12 heures d'affilée, hein, c'est 2 heures par semaine, 15 minutes par jour. On va dans les écoles et on explique évidemment tout ce protocole. Et puis, après avoir joué pendant 6 semaines, on reteste ces enfants sur leur capacité attentionnelle et sur leur capacité de lecture. Et puis, on les reteste 6 mois après, qu'ils aient arrêté de jouer avec ces petits jeux-là, pour savoir est-ce que ça se maintient dans le temps. Parce que finalement, si ça marche juste après l'intervention, ça a un effet, je dirais, ça a un intérêt limité, en tout cas pour les professeurs dans leur classe. Alors, 2 choses importantes. Ce que vous voyez ici en bleu, c'est le groupe qui a joué à Skies of Monahawk, le groupe qui a joué au jeu qu'on a créé, qui permettent de renforcer ces processus de haut niveau dans le cerveau humain. En vert, vous avez le groupe contrôle, et T1, T2, T3 correspond à avant apprentissage, après apprentissage, et 6 mois après l'arrêt de l'intervention. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les enfants qui jouent à ce jeu vidéo, par rapport au groupe contrôle, ont une augmentation de leur capacité attentionnelle. Encore une fois, c'était attendu, puisque c'est un jeu vidéo d'action. Quand vous jouez à un jeu vidéo d'action, vous développez vos capacités attentionnelles. Ce qui est plus intéressant, c'est la partie droite de cette diapositive, qui montre qu'effectivement, dans le même temps, ils ont amélioré la précision et la vitesse de leur lecture. C'est-à-dire que jouer à ce type de jeu, ça a un effet chez les mauvais lecteurs sur leur capacité de lecture. Alors encore une fois, on n'est pas sur la compréhension de la lecture, on est sur la mécanique de la lecture, mais on peut voir comment on peut jouer sur la mécanique de la lecture en ayant une intervention qui ne porte pas sur les processus domaines spécifiques, mais sur des processus très transversaux qui sont impliqués dans tous les apprentissages. Donc le vrai enjeu, c'est que pour l'instant, on l'a fait chez des enfants italiens. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de montrer que ça marche chez les enfants français, parce que comme le degré de transparence de la langue n'est pas le même, on pourrait avoir des effets chez les enfants italiens, mais qui ne se retrouveraient pas chez les enfants français. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, la lecture implique des mécanismes transversaux à tous les apprentissages, mais par le fait même qu'on lise
et qu'on soit dans un mécanisme d'auto-apprentissage, on renforce aussi ces processus. On renforce ces mécanismes d'inhibition, on renforce ces mécanismes de mémoire de travail. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'apprendre à lire, ça nécessite de recruter des processus transversaux aux apprentissages, mais par le fait même que je développe une expertise en lecture, je développe ces mécanismes transversaux qui me serviront à acquérir d'autres outils culturels. Et effectivement, il y a une étude qui est intéressante de ce point de vue-là, qui est une étude qui a été faite chez des adultes lettrés, illettrés, qui ont eu ou non une scolarité. C'est-à-dire qu'on a des adultes lettrés, des adultes illettrés, et ces adultes lettrés, illettrés, ils sont allés à l'école ou ils ne sont pas allés à l'école. Puisque une des difficultés qu'on a quand on essaie de se poser la question de à quoi ça sert finalement ou pourquoi on apprend à lire et quels peuvent être les effets positifs de la lecture sur ces mécanismes transversaux, c'est d'arriver à dissocier le fait d'aller à l'école et le fait d'apprendre à lire. Généralement, les deux sont liés. Donc cette méthodologie permet précisément de faire cette distinction-là. Si je montre que les illettrés qui ne vont pas à l'école ont des difficultés dans ces mécanismes de haut niveau qui sont du même ordre que ceux qui sont allés à l'école, alors je peux dire que c'est bien la lecture qui produit finalement des effets positifs, par exemple sur le développement de la mémoire de travail. Cette mémoire de travail, c'est en gros l'atelier du cerveau. C'est cette mémoire qu'on engage quand on est dans le cadre de la résolution de problèmes. J'active un certain nombre d'informations et je manipule ces informations pour arriver à la résolution du problème. Et ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, les lecteurs, qu'ils soient ou non allés à l'école, ont une meilleure mémoire de travail, un meilleur mécanisme de haut niveau que les illettrés, qu'ils soient allés ou non à l'école. Donc il semble bien que la lecture, ça a un effet positif aussi sur le renforcement de ces mécanismes transversaux impliqués dans tous les apprentissages. C'est parfait, il va me rester 10 minutes et je vais pouvoir aller au cœur de la résistance cognitive et de ce à quoi la lecture permet quand on passe à la littératie. Littératie et numératie, des conséquences au-delà du cadre scolaire. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience de ça. Ces deux compétences, que ce soit la littératie ou la numératie, sont critiques pour la réussite scolaire et pour la réussite professionnelle. Les individus qui ont une mauvaise littératie et une numératie ont 20 à 40% plus de chances de sortir du système éducatif à 16 ans. Ils ont le moins bon niveau d'emploi à plein temps de leur classe d'âge. Donc il y a un enjeu finalement à développer cette littératie et cette numératie, pas simplement pour l'école, pas simplement pour réussir dans notre système éducatif, mais aussi pour la réussite professionnelle future. Et ils ont 2 fois plus de chances d'être au chômage. D'autre part, ces deux compétences sont fortement associées à la santé physique et mentale. Les individus qui ont une mauvaise littératie et numératie ont un risque accru de mortalité, prennent de moins bonnes décisions pour leur santé et ont une moins bonne santé mentale. Donc encore une fois, on sort du cadre scolaire. C'est aussi ça, quand on dit pourquoi apprendre à lire et à écrire, pour avoir une meilleure réussite professionnelle, mais aussi pour avoir, d'une certaine manière, une meilleure santé physique, mentale. Pourquoi ? Parce que finalement, la lecture, c'est une entrée dans toutes les littératies. Et je voulais vous présenter cette recherche-là parce qu'elle est intéressante. C'est le lien qui existe entre la lecture, la compréhension du langage et la littératie scientifique. Et ce que montre cette étude, elle utilise un petit test qui permet finalement d'arriver à estimer la culture scientifique et la littératie scientifique des participants, et on met en regard les résultats à ce questionnaire et les résultats au bac, soit en français, soit en maths, soit à l'écrit. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire une relation entre les performances observées dans le questionnaire qui estime le niveau de littératie scientifique et, de façon surprenante, non pas les mathématiques, mais les notes obtenues au bac français, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc il y a un vrai enjeu ici. Pourquoi apprendre à lire et à écrire ? Finalement, pour développer sa littératie scientifique. Et pourquoi c'est important de développer sa littératie scientifique ? Normalement, j'ai un auditoire devant moi, donc je leur fais faire des problèmes de raisonnement classiques qui leur permettent de montrer que parfois c'est bien d'arriver à comprendre ce qu'on lit. Mais on va essayer de passer un contrat pédagogique. Je vous pose la question et je vais essayer que chez vous essayez de donner la première réponse qui vous passe par la tête. Si je vous dis une tablette et son étui coûte 240 €, la tablette coûte 200 € de plus que l'étui. Combien coûte l'étui ? La première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est 40 €. Sauf que ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est 20 €. Je vous laisse méditer ça chez vous. Je sais que ça va prendre du temps, que vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi, mais je vous promets que la bonne réponse, c'est 20 €. Si je partais de l'erreur, je vous montrerais que si l'étui coûte 40 €, comme la tablette coûte 200 € de plus, elle coûterait 240 €. 240 plus 40, ça fait 280 €. Et ici,
on retrouve le mécanisme dont tu parlais, cette résistance cognitive. Ici, c'est penser contre soi-même. On a créé un automatisme et il devient très difficile de résister à cet automatisme. Et la littératie scientifique, c'est ça. C'est finalement arriver à penser contre, je dirais, l'observation non systématique du monde, dans tous les contextes. Alors, il y a une réalité aussi en classe. Les problèmes arithmétiques à contenus verbaux, on a montré au laboratoire que pour que les enfants de primaire arrivent à résoudre Pierre a 20 billes, en a 5 de plus que Paul, combien de billes a Paul, ça repose aussi sur sa capacité à résister à un automatisme qui est quand j'entends plus, je fais une addition, quand j'entends moins, je fais une soustraction. Et l'apprentissage, que ce soit dans le domaine de la résolution de problèmes arithmétiques à contenus verbaux, que ce soit dans le domaine du raisonnement logique, c'est aussi apprendre à penser contre soi-même, à apprendre à penser contre le texte, et tu le disais très bien tout à l'heure. Oui, évidemment, il faut éviter la surinterprétation, et ici, on est bien dans la surinterprétation, on est bien dans l'automatisme qui vient court-circuiter, finalement, ma logique formelle. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que au bout d'un moment, l'enfant, évidemment, arrive à résoudre le deuxième problème. Il va apprendre par ses erreurs qu'effectivement, ça n'est pas la bonne réponse de dire que Paul a 25 billes. D'accord ? Une fois qu'il va faire ça un certain nombre de fois, qu'il va résoudre ce type de problème, il va créer un autre automatisme. Il va considérer que dès qu'il entend plus que, il faut faire une soustraction, et dès qu'il entend moins que, il faut faire une addition. Ça marche très bien dans ce système-là, sauf que le jour où vous avez un psychologue qui vient vous poser la question que je vous posais dans le premier problème, vous allez tous vous tromper, parce que vous aurez créé des automatismes. L'école essaye de transmettre des règles logiques, mais sachez que le cerveau humain passe son temps à créer des courts-circuits, ou en tout cas des chemins de traverse pour aller plus vite à la solution, et que parfois, c'est ces automatismes qui font qu'on se trompe de façon systématique. Je voulais revenir au syllogisme parce que c'est important. Aujourd'hui, on est dans un monde où finalement les paralogismes et les sophismes ont pris le pouvoir sur le syllogisme. Et c'est ce qui nous amène souvent à déraisonner dans un certain nombre de situations. Je rappelle le principe du syllogisme, très simple, c'est deux prémices et déterminer si la conclusion découle de façon valide des deux prémices. Ce n'est pas très difficile. Si je vous dis tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, tout le monde comprend que la validité logique est respectée. Mais prenons un autre exemple. Si je vous dis tous les mammifères peuvent marcher, les baleines sont des mammifères, donc les baleines peuvent marcher, c'est valide d'un point de vue logique. C'est extrêmement difficile d'y résister parce que nous avons des connaissances sur le monde qui nous font penser que non, les baleines ne peuvent pas marcher. Néanmoins, du point de vue purement logique, de la structure logique du syllogisme, ce syllogisme est parfaitement valide. Et là, on voit aussi la nécessité d'apprendre finalement à s'extraire du réel, parce que arriver à ce que Piaget appelait l'abstraction réfléchissante, c'est ça aussi. C'est à un moment s'extraire du réel pour pouvoir penser sur les possibles. Et c'est ça l'enjeu aussi de la littératie, c'est d'amener et de la lecture, c'est d'amener les gens à penser au-delà du réel, à penser sur les possibles. Pourquoi c'est important ? Parce que certaines études commencent à montrer, par exemple, que votre capacité à mobiliser votre raisonnement logique, c'est probablement la compétence nécessaire pour pouvoir résister aux fausses informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, notamment. Beaucoup plus, par exemple, que votre préférence politique. Indépendamment de votre préférence politique, si vous avez une meilleure capacité de résistance aux biais cognitifs, vous serez sans doute meilleur pour discerner les fausses et les vraies informations. Donc c'est aussi ça le pourquoi de la lecture. Apprendre à lire pour développer sa littératie et pour être en mesure de résister aux fausses informations. Je voulais vous montrer celle-là parce qu'elle est particulièrement intéressante et qu'elle est très nouvelle et qu'elle pose directement la problématique de la crise du Covid. On a dans nos nombreux tests en psychologie une petite question qui est la suivante. On vous dit chaque jour une parcelle de nénuphar double sa surface sur un lac. Au bout de 27 jours, la parcelle a couvert la moitié du lac. Combien faudra-t-il de jours pour que la parcelle couvre tout le lac ? Encore une fois, on a tous tendance à vouloir dire 54. Sauf que c'est la mauvaise réponse. Évidemment, la bonne réponse, c'est 28. Donc, c'est quoi finalement ? C'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. Et tout le problème qu'on a avec la crise du Covid, c'est que quand on demande aux gens d'essayer d'estimer la diffusion du virus dans la population générale, leur biais, c'est d'imaginer une diffusion, bien qu'on leur ait dit que c'est une diffusion exponentielle, ils pensent en termes linéaires. Et que le seul moyen de les faire changer d'avis, c'est non pas de leur réexpliquer ce qu'est une courbe exponentielle, c'est de leur dire attention, vous avez oublié de penser contre vous-même. Ici, votre biais, c'est de penser les choses de façon purement linéaire, sauf que pour que ce soit exponentiel, voilà ce qui devrait se passer. Et si vous faites ça,
non seulement ils font des meilleures prédictions sur la diffusion du virus dans la population générale, mais en plus, ils adoptent de façon beaucoup plus systématique les gestes barrières. Donc il y a un enjeu à amener les gens à penser contre eux-mêmes, à penser parfois contre le réel, parce que c'est finalement un enjeu pour la société, pour notre santé et pour la société de façon générale. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je voulais juste finir là-dessus, je vais le faire en 2 minutes, puisque je suis presque à 30 minutes, donc je vais essayer de respecter à peu près le temps. Je voulais juste vous dire que l'enjeu aussi, c'est comment on amène finalement la communauté éducative de façon générale à se rapprocher des travaux qu'on peut faire dans notre laboratoire. Et c'est ça aussi un enjeu, c'est d'apprendre à communiquer ces mondes qui parfois fonctionnent un peu en vase clos. Alors c'est exactement ce que tu fais aujourd'hui, mais je crois qu'il y a un enjeu de façon plus générale à amener la communauté large éducative à venir travailler de façon plus systématique avec des laboratoires comme le nôtre et d'autres laboratoires de d'autres disciplines. Et un enjeu, et c'est ce qu'on fait depuis 3 ans avec Nathan et notamment la plateforme Léa.fr, c'est justement d'essayer de faire de la recherche ouverte, participative, avec les enseignants dans leur classe. Donc ils deviennent eux-mêmes des acteurs de la recherche dans le domaine de l'innovation pédagogique. Alors je voulais juste vous présenter une chose parce que justement, c'est une recherche d'une part qui venait sur une idée qui ne venait pas de nous, qui venait des professeurs dans leur classe. Ils nous ont dit, mais si finalement c'est si important de ça, d'apprendre à penser contre soi-même, nous on a plein de choses dans nos classes qui nous permettent de renforcer finalement ces capacités de résistance aux automatismes. Par exemple, quand on fait jouer un enfant à 1, 2, 3 soleil, typiquement on lui apprend à résister à un automatisme moteur. Quand on joue à ni oui ni non, on apprend à résister à un automatisme langagier. Quand je joue à Jacadi, j'apprends à résister au contexte, finalement, au contexte sémantique. Et donc on s'est dit, on va essayer d'évaluer ça. Est-ce que c'est possible d'évaluer si ce type d'interventions sont à même de développer ces capacités de résistance aux automatismes? Et on a dit, mais pour pouvoir faire ça, même si d'éminents professeurs de médecine remettent en cause la méthode expérimentale, en règle générale, on a besoin d'utiliser la méthode expérimentale, pré-test, post-test, groupe expérimental, groupe contrôle, et on regarde dans lequel des 2 groupes le progrès cognitif est le plus important. Et donc, tout l'enjeu de cette recherche, ça a été de construire toute cette étape de la recherche via Léa.fr et via cette plateforme en ligne. Et on a construit toute cette étape de la recherche avec la communauté éducative. Ils ont effectué l'ensemble de ces interventions dans leur classe. Ils ont créé un groupe contrôle au sein de chaque classe et ils ont collecté les données avant et après apprentissage sur un test classique qui permet de mesurer la capacité à résister à des automatismes en psychologie. Et ce qu'on montre, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je manque de temps, mais juste pour vous montrer à droite de cette diapositive, ce que vous voyez en violet, c'est le groupe expérimental. Donc c'est le groupe qui a appris et qui s'est entraîné sur des petits jeux du type 1, 2, 3 soleil, Jacadi, ni oui ni non. Et ce qu'on voit, c'est que dans un test très classique de psychologie, effectué en classe, en groupe, par les enseignants, on a une augmentation entre le pré-test et le post-test qui est plus important que dans le groupe contrôle. Donc on a une validation de cette manière scientifique qu'un certain nombre d'activités auxquelles on ne pense pas forcément comme des activités pédagogiques permettent de renforcer des mécanismes extrêmement transversaux impliqués dans tous les apprentissages. Et là, je rejoins totalement ce qu'a dit Alain. La maternelle, c'est ça l'enjeu de la maternelle. C'est de renforcer tous ces outils transversaux à tous les apprentissages avant même de rentrer dans les apprentissages fondamentaux et l'acquisition des outils culturels. Parce que c'est quand on aura armé ces enfants avec des cerveaux qui sont capables, alors je sais que là-dessus on diverge un peu avec Alain, moi je dis des cerveaux, toi tu dis des élèves, moi je dis des cerveaux dans des élèves, quand on aura renforcé ces capacités-là, ils seront d'autant plus armés pour acquérir les outils culturels et d'autant plus ces enfants qui viennent de milieux défavorisés, qui ont besoin peut-être de façon encore beaucoup plus explicite qu'on leur transmette l'ensemble de ces outils qui permettent de réussir dans notre système éducatif. Donc tout ça pour vous dire qu'on va jusqu'au bout de la démarche et qu'avec Nathan, ça nous a permis de sortir un certain nombre de matériel pédagogique créé en collaboration avec des professeurs et des conseillers pédagogiques, mais je voulais vous montrer le dernier parce qu'on est au cœur de ce que tu nous as dit. Une de ces mallettes, c'est entraîner le cerveau à résister pour les enfants lecteurs et pour les enfants non lecteurs, et que c'est peut-être ça l'enjeu de tout ce qu'on fait et de cette journée. Et je voulais finir sur une chose. Je vais passer rapidement à la conclusion parce que je pense que je vous ai déjà tout dit et que je voulais... Non, on a encore le temps ? Je vous fais la conclusion. Alors. Je voulais vous dire... En gros, le message que j'aimerais que vous reteniez de ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est qu'apprendre à lire, ça implique de coopter un certain nombre de territoires neuronaux qui sont à l'origine dédiés à d'autres fonctions. Et par ce mécanisme-là, qui est un mécanisme fondamental finalement de l'acquisition de tous les outils culturels, on peut
imaginer et regarder la lecture comme finalement une situation de méta-apprentissage, de processus transversaux qui sont impliqués dans l'acquisition de tous les outils culturels. Donc la première réponse à pourquoi apprendre à lire pour renforcer des mécanismes transversaux impliqués dans l'acquisition des autres outils culturels. L'apprentissage de la lecture, ça repose aussi sur un ensemble de processus de haut niveau impliqués dans tous les apprentissages. Et donc en apprenant à lire, ces processus se renforcent et facilitent l'acquisition de nouveaux outils culturels. Donc c'est ça aussi, mais ça il faut le dire aux enfants. C'est souvent, ça reste un implicite de notre système éducatif. On n'explique pas aux enfants pourquoi il faut apprendre à lire et à écrire. Et je crois que cette mécanique métacognitive, elle est importante pour l'enfant et pour les enseignants. Troisième idée, apprendre à lire est une étape nécessaire pour développer toutes les formes de littératie dont nos sociétés modernes ont besoin en temps de crise. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer, notamment sur la crise du Covid. Et que créer des ponts entre la classe et le laboratoire, dans une démarche collaborative et participative, est un formidable outil pour améliorer la littératie scientifique des enseignants. Parce que finalement, dans la société, ce qu'on peut aussi observer, c'est qu'on a un défaut de culture scientifique, qu'on a du mal à comprendre la méthode expérimentale et que ça n'est pas évident, et ça n'est pas évident aussi dans le monde enseignant. Puis je voulais vous... Parce que c'est un peu quand même l'Einstein de notre discipline, j'aime bien revenir aux fondamentaux et à Jean Piaget, qui est quand même connu par tous les enseignants. Je vais paraphraser Piaget et essayer d'adapter le modèle piagétien à l'apprentissage de la lecture, et je voulais vous laisser sur cette pensée-là. Finalement, apprendre à lire, c'est sans doute atteindre une forme ultime d'abstraction réfléchissante, où le possible n'est plus considéré comme un cas particulier du réel, mais où c'est le réel qui devient un cas particulier du possible. Voilà, merci beaucoup. Et je voulais juste remercier l'ensemble de mon équipe qui, finalement, sachez que comme pour les équipes éducatives, la recherche nécessite du collectif. Et voilà tout ce collectif qui travaille formidablement bien sur toutes les questions que je vous ai présentées aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Nous avons quelques questions. Il y a une question d'Agnès, qui est enseignante. Vous qui avez travaillé sur le concept d'erreur, quelles sont les erreurs qui vous semblent porteuses d'apprentissage en ce qui concerne la lecture ? Les erreurs porteuses d'apprentissage en ce qui concerne la lecture. Je suis désolé, je vais être extrêmement trivial, mais toutes les erreurs sont porteuses d'apprentissage. Le cerveau humain et l'humain apprend par les erreurs qu'il fait. Ensuite, l'idée, c'est comment, et c'est pas nouveau, hein, je veux dire, en didactique, on travaille depuis longtemps sur le statut de l'erreur. Finalement, ce qu'on dit là, et l'apport des sciences cognitives est limité. Je veux dire, l'erreur, c'est un mécanisme et un levier extrêmement important pour les apprentissages. Et c'est vrai dans le domaine de la lecture, mais dans tous les autres domaines et dans l'acquisition de tous les outils culturels. Alors, on a parlé de la difficulté de la reconnaissance des lettres en miroir. On peut parler aussi dans l'écriture, on a exactement le même phénomène, mais de faire passer le message qu'il faut faire passer, ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas compris. Ça veut dire simplement qu'il est dans un processus de reconfiguration de son cerveau et que ça prend du temps, que c'est difficile et que ce qu'il doit mobiliser, c'est précisément des mécanismes de résistance à certains automatismes qu'il a pu créer, soit au cours de la phylogénèse, c'est la sélection de certaines propriétés neuronales, soit au cours de l'ontogénèse, au moment des apprentissages, l'enfant construit un certain nombre d'automatismes et ce sur quoi il faut amener la communauté pédagogique à s'interroger, c'est finalement de faire une analyse de tâches, de se dire, dans cette situation-là, qu'est-ce qui explique l'erreur de l'enfant ? Qu'est-ce qui fait que l'enfant se trompe ? Et parfois, ce n'est pas simplement que l'enfant ne sait pas, mais c'est souvent qu'il utilise la mauvaise stratégie dans ce contexte-là. Et que ce qu'on montre au laboratoire, c'est que souvent, en passant par des approches plus métacognitives, dans lesquelles on fait prendre conscience à l'enfant des stratégies qui l'amènent à l'erreur, c'est là où on a des gains d'apprentissage qui sont les plus importants. Alors, merci beaucoup. J'ai une autre question de Marie-Carmen, qui est enseignante et qui demande si le geste graphomoteur favorise-t-il le processus de mémorisation ? Alors, c'est une question importante, mais qui n'est pas si facile que ça, sur lequel c'est pas si facile que ça de répondre. Ce qu'on sait, c'est que le geste graphomoteur, il a un degré d'automatisation qui est moins fort que quand on tape de façon pratiquement automatique sur un clavier. Et c'est pour ça que certains systèmes éducatifs du nord de l'Europe sont repassés de l'apprentissage purement sur le clavier à des apprentissages graphomoteurs, parce qu'on sait que la graphie des lettres améliore la reconnaissance des lettres et que ça se nourrit mutuellement. C'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. On sait aussi que plus le traitement d'une information est profond,
plus on va traiter une information de façon profonde, plus la mémorisation de cette information sera bonne. Donc, parfois, ça nous amène à dire que quand on fait de la prise de notes manuscrite, parce qu'on met un peu plus de temps pour écrire que pour taper sur un clavier, ça nécessite de traiter l'information de façon un peu plus profonde et que donc ça aboutit à une meilleure mémorisation. Mais vous voyez qu'en fait, la chaîne causale, elle n'est pas aussi simple que ce qu'on voudrait croire. Si vous étiez dans une situation où on apprenait, c'est pas l'idéal, mais où on apprenait à prendre des notes sur un clavier, on aurait probablement les mêmes résultats sur la mémorisation. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas le geste graphomoteur en tant que tel qui permet la mémorisation. C'est la profondeur de traitement de l'information. J'ai une autre question d'Aurélie, qui est conseillère pédagogique et qui demande comment le cerveau d'un adolescent évolue-t-il au fil des années en termes de vitesse de traitement et de mémoire de travail ? Alors, le cerveau des adolescents, 2 choses à dire importantes. C'est qu'effectivement, je ne vous ai pas dit la deuxième partie de la proposition, généralement, je tape sur cette idée qu'il faut s'intéresser qu'au début du développement et de la maturation cérébrale entre 0 et 3 ans, pour vous dire ensuite que l'adolescence, c'est une autre période de sensibilité extrême à l'environnement. Sensibilité extrême à l'environnement qui est à peu près aussi forte que la période 0-3 ans. Le cerveau de l'adolescent est plutôt sensible à l'environnement social. Et on voit bien d'ailleurs que tu parlais justement de l'engagement parfois dans la violence. C'est souvent des phénomènes de groupe qui amènent aussi à ce type de comportement. Maintenant, si je reviens à la vitesse de traitement et à la mémoire de travail, oui, effectivement, il y a pendant toute l'adolescence, et d'ailleurs, ce n'est pas surprenant parce que les réseaux qui sont impliqués dans la mémoire de travail vont continuer à maturer pendant toute l'adolescence. Donc cette mémoire de travail, elle continue à se développer tout au long de l'adolescence, comme toutes les autres fonctions exécutives, inhibition, planification, flexibilité cognitive. Toutes ces fonctions de haut niveau continuent à se développer pendant toute la durée de l'adolescence. J'ai une autre question de Marlène, qui est enseignante également. Mesure-t-on aujourd'hui l'impact d'une lecture déficitaire, qui ne mènerait pas à la compréhension, sur l'apprentissage des autres disciplines? Est-ce qu'on peut mesurer cet impact? C'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'on sait qu'effectivement, l'automatisation de la lecture, l'accès au sens, la compréhension, si on essaye de mesurer toutes les facettes de qu'est-ce qui constitue un bon lecteur, c'est très prédictif de votre réussite dans notre système éducatif. La question, c'est pourquoi c'est très prédictif? Est-ce que c'est parce que, de façon corollaire, on n'a pas développé un certain nombre de mécanismes transversaux aux apprentissages et que c'est ces mécanismes-là, parce qu'ils n'ont pas été renforcés au cours de l'apprentissage de la lecture, qui viennent ensuite avoir des effets délétères sur l'apprentissage des autres disciplines, ou est-ce que c'est la lecture en tant que telle? Et c'est pour ça que j'ai essayé de vous présenter la petite étude qui montrait qu'effectivement, on peut isoler le rôle du système éducatif et le rôle de la lecture. Ceci étant dit, il faut quand même avoir une chose en tête. Quand on essaye de comparer les adultes lettrés et illettrés, on n'a pas forcément de différence sur des mécanismes de raisonnement de très haut niveau, comme je vous ai présenté. Donc, il ne faut pas non plus penser que la lecture, d'une certaine manière, elle donne accès à toutes les formes d'abstraction. L'abstraction, elle se construit aussi chez le très jeune enfant, en dehors de la lecture, par le langage. On peut aussi accéder à des formes d'abstraction. J'ai une question de Omar, qui n'a pas indiqué sa profession, mais je pense que c'est un enseignant, puisqu'il dit précisément qu'il est professeur des écoles en maternelle, en fait. J'ai un niveau de petite section. Comment appréhender au mieux cet apprentissage vers la lecture, sachant que des élèves sont sur des supports numériques chez eux, donc à leur domicile, qui nuisent? Alors, je vais essayer de répondre sur les 2 parties de la question. Sur la première partie, je dirais exactement ce qu'a dit Alain. L'enjeu de développer le langage oral. Maintenant, il est assez clair que le langage oral est un prédicteur extrêmement fort de l'apprentissage de la lecture, notamment le nombre de mots dans le vocabulaire de l'enfant. Et encore une fois, c'est une variable qui est extrêmement dépendante du milieu familial de l'enfant. Plus il vient d'un milieu défavorisé, moins il aura de mots dans son vocabulaire parce qu'il est moins exposé au langage que dans d'autres milieux. Si vous croisez le fait que, effectivement, dans un certain nombre de familles, et notamment dans les familles défavorisées, il y a une surexposition à certains écrans, qu'on peut comprendre aussi, parce que quand vous êtes dans des familles monoparentales dans lesquelles les parents ont plusieurs jobs pour essayer de survivre, il y a aussi un principe de réalité. Maintenant, si on s'intéresse à l'effet du numérique sur le langage, je veux bien vous faire toute une conférence dessus et simplement vous montrer que c'est beaucoup plus complexe que ce que vous entendez dans les médias, que effectivement le numérique peut avoir
dans certaines études des effets délétères sur le langage, mais sachez aussi que dans d'autres études, il y a de l'exposition au numérique ou au contenu média qui a plutôt des effets positifs sur le développement du langage. Donc encore une fois, ça dépend du contenu, ce qui n'est pas très surprenant. On voit bien que ce n'est pas tout à fait la même chose de lire de la grande littérature que de lire certains autres textes. Bon, c'est un peu la même chose avec le numérique, ça tout dépend de ce que vous faites avec le numérique et quel type de contenu vous exposez l'enfant. Quel type de contenu vous exposez l'enfant. Néanmoins, ça pose une question plus générale de l'éducation, pas simplement par le numérique, mais au numérique dès la maternelle. Ça rejoint effectivement une question de Rachida, qui est enseignante, qui est éducatrice en moyenne section et qui pose la question de comment améliorer l'apprentissage chez les petits apprenants avec des supports numériques. L'enjeu, c'est de dire, le numérique, c'est un outil. Il nécessite, comme pour tous les autres outils qu'utilisent les professeurs, d'avoir une réflexion pédagogique sur ces outils. Encore une fois, moi, je n'ai pas d'expertise en pédagogie, donc je ne pourrais pas dire comment il faut utiliser ces outils. Néanmoins, on sait qu'on a un certain nombre d'outils parce qu'elles permettent finalement des choses qui sont difficiles à obtenir dans une classe où on a 25 ou 30 élèves, alors pas pour la maternelle, mais plus tard, quand on a 25 ou 30 élèves, faire de la différenciation pédagogique, c'est complexe. Et que le numérique, ça a peut-être ça comme vertu, c'est pouvoir, pour certains élèves qui le nécessitent, qui ont des difficultés spécifiques dans certains apprentissages, on ne parle pas des élèves qui ont des troubles des apprentissages, mais tous les élèves peuvent à un moment ou à un autre avoir des difficultés dans certains apprentissages. Le numérique peut être une réponse par la différenciation pédagogique qu'il permet. Mais finalement, si on revenait au temps du préceptorat et qu'on avait autant de professeurs que d'élèves, on n'aurait pas besoin du numérique, sauf que ce n'est pas le cas, et donc peut-être que le numérique, dans certaines situations, ça peut être une réponse. Il y a une question qui est tombée dans votre espace, Grégoire, qui est une question de Karine, qui n'a pas indiqué sa profession. Pourquoi ne pas suggérer d'imposer le grec et le latin dès la primaire pour armer, grâce aux humanités, nos enfants face à l'inhumanité qui sévit dans notre monde? Je ne sais pas si... Oui, mais je pense que vous pourriez faire, moi, si vous voulez, par exemple, je milite pour qu'il y ait des cours sur le cerveau et sur la psychologie et sur les processus des apprentissages dès la maternelle. Donc chacun prêche pour sa chapelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre le grec et le latin, mais si on fait apprendre le grec et le latin, je pense qu'on a besoin de dire explicitement pourquoi. Et je crois que c'est l'enjeu de cette journée. Il faut expliquer non seulement aux enseignants, mais aussi aux élèves pourquoi on leur fait apprendre tel ou tel outil culturel. Et ça, c'est peu fait. Et je pense que c'est paradoxal, parce que si on faisait de la formation continue, ça nous traverserait même pas la tête de ne pas expliquer pourquoi. Et pour les enseignants, c'est vrai que pour les enfants, souvent on oublie le pourquoi. On leur dit pas pourquoi on apprend à compter, pourquoi on apprend à lire. Et je pense que c'est ça le vrai enjeu, parce qu'une fois que vous avez expliqué pourquoi, vous avez des effets sur la motivation intrinsèque des apprenants, et ça, c'est des leviers extrêmement importants pour leurs apprentissages et leur réussite scolaire. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Bien. Merci Grégoire, merci beaucoup. Et je retiens une chose particulièrement intéressante, c'est ce que tu as dit sur le fait que la langue et la pensée, c'était en fait la capacité d'être délivré des chaînes de l'évidence. Enfin, je le dis moi dans mes mots, mais tu l'as dit exactement de la même façon. C'est ça, c'est cette capacité de résistance à... Mais c'est évident, je le vois bien. Et cette idée-là, enfin, très platonicienne, évidemment. Et voilà. Et puis, tes exemples étaient remarquablement intéressants et même amusants parfois. Formidable, vraiment.